Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux qui la font. La rentrée littéraire est lancée et pour l'occasion, je reçois un nom désormais incontournable de la littérature contemporaine, Sorge Chalandon. Il publie Une joie féroce aux éditions Grasset, l'histoire de Jeanne, une femme libraire sans histoire, assez effacée, voire transparente, dont personne ne s'inquiète vraiment. Puis, Jeanne découvre qu'elle a un cancer. Face à cette nouvelle, son mari la quitte, le regard des autres change et la jeune femme fait la rencontre de Assia, Mélodie et Brigitte qui souffrent du même mal qu'elle. Ensemble, elles vont se transformer en groupe aussi vivant qu'impétueux, un peu comme un gang, jusqu'à commettre un acte fou, un casse. J'ai donc discuté avec Sorge Chalandon de tout ça, mais de bien d'autres choses aussi, et voici notre conversation. Bonjour Sorge Chalandon. Bonjour. Alors je vais commencer par une question un peu délicate, mais qui est intéressante pour comprendre la genèse du livre. Vous travaillez un sujet qui est d'abord la maladie, puis ses effets, son rapport à l'entourage, son rapport à soi également. Alors loin de moi l'idée d'être indiscret, mais comment on travaille un tel sujet, sur quoi vous vous êtes appuyé ? C'est-à-dire que lorsque je décide d'écrire un roman qui a non pas le cancer pour sujet, mais le cancer pour décor, je suis obligé de répondre aux questions. C'est-à-dire que votre indiscrétion est naturelle. D'autant que vous l'avez déjà dit, hein, c'est pour ça que je me permets... D'accord, mais même, j'aurais quand même... ça serait assez moche d'écrire ce livre et de ne pas vouloir répondre. Ça serait un peu malhonnête. Ça serait même pas malhonnête, ça serait... l'idée, je pense, d'un auteur, c'est que s'il écrit, il faut qu'il rende des comptes ensuite. Ouais. Voilà. Donc quand j'ai écrit sur la trahison, j'ai rendu des comptes. Quand j'ai écrit sur un père violent, j'ai rendu des comptes. Quand j'ai écrit sur la guerre, j'ai rendu des comptes. Et là, donc, Une joie féroce, c'est l'histoire non pas d'une femme qui a un cancer, mais de la métamorphose de cette femme parce qu'elle a un cancer. Et donc, pour moi, c'était extrêmement simple. C'est-à-dire que je me pose toujours, et c'est quelque chose qui me hante, c'est peut-être mon côté journaliste, ça, hein. Mais quelque chose qui me hante, c'est quelle légitimité j'ai à écrire une histoire. Et ma femme, en janvier 2017, donc... non, 2018, pardon. Je sais pas. Janvier 2018, elle tombe malade, donc Ouais. cancer du sein. Et je vois en quelques jours, ma femme que je connais depuis 20 ans, je veux dire, avec qui je vis depuis 20 ans, Ouais. je vois une femme qui change. C'est-à-dire qu'elle est plutôt effacée, plutôt conciliante, et je vois qu'elle se transforme en combattante, en guerrière. Et je suis complètement troublé par le fait que, brusquement, pour elle, les priorités ne sont plus les mêmes, la vie ne passe plus pareil, c'est plus le même temps. Et dans ses réactions, dans ses propos, dans la façon qu'elle a de faire même le tri dans les amis, dans les ennemis, Ouais, c'est intéressant. tout change et tout devient comme s'il y avait une urgence absolue à vivre et une urgence absolue à combattre. Et tout de suite, je me dis, j'ai pas envie de perdre ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie de... Donc je vais pas évidemment pas écrire l'histoire de ma femme parce que ça n'a aucun intérêt. Puis en plus, c'est pas que ça n'a aucun intérêt, mais je veux dire, c'est mon affaire et une affaire privée. Mais en revanche, partant de là, je me suis dit, peut-être que je peux mettre au point une histoire qui va rendre compte de la métamorphose de femmes avec un S ou d'une femme sans S. Mais Ouais. en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais une fois encore, je me pose le problème de la légitimité. De quel droit est-ce que je vais écrire comme une femme, je vais être une femme, la narratrice, Oui, du coup, incarné. voilà, je décide de m'appeler Jeanne, etc. C'est-à-dire que je mets en place tout ce qui me protège, c'est-à-dire est-ce qui protège ma femme, c'est-à-dire c'est pas son histoire, mais je prends du recul par rapport à l'histoire pour trouver un personnage, une histoire, etc. Mais au fond de moi, je me suis dit, voilà, si je me retrouve après à écrire ce livre-là et qu'on me dit, mais de quel droit avez-vous écrit sur le cancer, c'est vrai que je vais être extrêmement embarrassé et dire parce que ma femme l'a eu, je trouve pas ça suffisant. Parce que, et ça c'est mon côté journaliste, c'est-à-dire que j'ai besoin de vivre les choses pour les raconter, même si je fais un pas de côté, si je prends un masque de carnaval, si je m'appelle différemment, si j'ai un autre métier, mais en tout cas, j'ai besoin de l'intérieur de vivre ça. Et
comme la vie est toujours plus formidable que la fiction, ou plus terrible, ou plus cruelle, quelques jours après, en fait, 11 jours après, alors que je suis en train de me poser la question de la légitimité, je vais voir mon médecin. Alors je ris parce que c'est nerveux. Oui, rions-en. Voilà, et je vais voir mon médecin, et il emploie la même phrase exacte que celle qu'il a employée, que le médecin de ma femme a employée, c'est-à-dire qu'il regarde des analyses, il regarde et il me dit « Ah, il y a quelque chose ». Et ce « Ah, il y a quelque chose », c'est exactement le mot qu'a employé le médecin pour ma femme. Et je me suis dit, ben voilà, c'est pas que ma femme est en guerre, c'est que maintenant nous sommes en guerre tous les deux. Et donc, tout d'un coup, que je le veuille ou non, que je l'accepte ou non, en tout cas c'était comme ça, je me suis senti légitimité à écrire un livre sur le cancer, puisque j'allais moi aussi le vivre de l'intérieur. Stéphanie, c'est elle, le livre. Voilà, c'est elle. Le livre Oui. est dédié à Oui. Stéphanie. Elle a pensé quoi de votre idée d'écrire sur ça, comme c'était une sorte de combat séparé mais collectif? Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle a pensé, c'est que je lui ai demandé. Ouais. Elle m'aurait dit non, je ne l'aurais pas fait. Okay. C'est-à-dire que quand j'ai écrit un livre qui s'appelle Profession du père, sur la violence de mon père est mort, mais j'ai fait lire ce livre à ma mère et à mon frère. S'il m'avait dit non, je ne l'aurais pas publié non plus. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de mettre en l'air une famille, un couple, etc. Donc la première chose, avant même d'écrire, je lui ai dit, est-ce que tu penses que je peux faire une fiction, non pas sur toi, mais sur ce que tu es en train de vivre et la façon que tu as de changer. Et non seulement elle m'a dit oui, mais en plus elle a relu des passages, notamment des passages médicaux, puisque une mammographie, moi je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas comment se passent les choses, et même si je l'ai accompagnée beaucoup, tout le temps, à l'hôpital, etc., il y a des moments où elle reste seule avec le médecin et où le mari reste à l'extérieur, et donc elle a suivi la progression du travail petit à petit en me donnant des conseils, voilà. Mais si elle avait dit non, s'il avait dit excuse-moi mais c'est privé, c'est mon problème et j'ai pas envie que tu t'en parles, je l'aurais évidemment pas fait. Mais parce que j'ai eu cette carte blanche, et d'autant plus quand moi je me suis retrouvé dans la même position qu'elle, je me suis dit bon ben voilà, on y va. Super. Et je dis bien on y va, et non pas j'y vais. Justement. Alors pour des raisons nécessaires, le groupe de femmes dont il s'agit dans le livre va avoir besoin d'argent, et les banques ne prêtent pas aux gens cancéreux. Juste un mot, ce que je ne savais pas, c'est-à-dire que le cancer nous a fait découvrir des choses. C'est vrai. Un monde, j'imagine. C'est un monde, c'est-à-dire avant d'avoir un cancer, le mot oncologue, je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire que pour moi, le cancérologue et l'oncologue étaient grosso modo la même chose. Non, et il y a plein de choses que ça nous a permis de découvrir, et notamment effectivement que dès lors qu'on a un cancer, emprunter à la banque, c'est impossible. C'est-à-dire que soit la réponse est non, toute bête, soit la réponse est oui, mais avec des assurances qui défient la raison. Donc voilà. Donc moi, j'ai progressé en fait avec mon personnage, avec Jeanne, avec ma femme Jeanne et moi-même. Nous avons progressé ensemble dans qu'est-ce que ça veut dire dans le regard des autres. Et c'est vrai que juste le truc tout bête d'aller dans une banque pour emprunter, et on vous demande, c'est possible 5 ans après la guérison. C'est-à-dire qu'il faut non seulement, il y a la guérison c'est la rémission, ce mot monstrueux, mais enfin c'est un mot qui veut dire vie quand même, mais le banquier vous fait remplir un questionnaire, et dès qu'il y a la moindre chance que vous ayez soit une rechute, etc., la réponse est non. Et tout ça, moi je ne le savais pas, donc Jeanne m'a permis de découvrir ce que c'était que d'être malade, maladie de longue durée, et l'effet que ça avait sur les autres et sur le regard des autres et sur le propre fonctionnement. Les choses de la vie. Les choses de la vie. Alors à partir de là, elles vont commettre l'irréparable. Je ne sais pas si on peut dire ce qu'elles vont. On peut dire oui, c'est pas un problème. Okay, peut-être pas il y a un retournement qui est assez violent vers la fin, donc ça je propose qu'on le garde. J'accepte. Mais l'irréparable, oui, ça. On peut parler du casse, bien sûr. Elles vont braquer une bijouterie Place Vendôme à 4. Oui. Et là, la narration, en tout cas le point de vue narratif, se retourne, et le livre se transforme non pas en livre sur le cancer, mais en livre sur les effets du cancer, notamment matériels.
Et sur la rébellion, alors déjà, est-ce que je me trompe? Et ensuite, quels sont les autres thèmes que vous avez sciemment développés et voulu mettre en exergue au moment de l'écriture? C'est-à-dire que il y a des gens, je sais que c'est un journal, c'est Lire ou Livre Hebdo, je crois. Ouais. Je crois que c'est Lire, en fait, le journal Lire, qui a employé le mot déstabilisant, je crois, que ce livre était déstabilisant. Enfin, c'est-à-dire que c'était déstabilisant ou un mot comme ça. Disons Dans que, ouais. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est-à-dire des romans qui mettent aussi en scène la grande histoire, la guerre d'Irlande, la guerre du Liban, ou des choses comme ça, ou la grande catastrophe de Liévin, une catastrophe, dernière grande catastrophe minière de France en 1974. Là, des gens le lisent en disant tiens, c'est bizarre, il change un peu de thème. La réponse est non, c'est-à-dire que moi, j'ai eu envie, à cause du cancer, et c'est un mot qui va être très difficile à prononcer, mais je prononce quand même, grâce à lui, j'ai eu envie de parler de mes guerres habituelles, c'est-à-dire les guerres que j'ai pu vivre, que j'ai pu connaître, que j'ai pu chroniquer dans Libération à l'époque. Mais c'est une guerre intérieure, c'est-à-dire que c'est une guerre qui est beaucoup plus intime, qui est beaucoup plus douloureuse, qui est beaucoup plus violente. Mais cette guerre-là, je me suis dit, c'est comme ça que j'ai envie de parler du cancer. Et parce qu'il y a cancer, parce qu'il y a ennemi intérieur, non pas ennemi extérieur qui est à nos frontières, mais ennemi en soi, donc c'est le plus violent quand même. C'est-à-dire que lorsque vous avez un cancer, c'est que l'ennemi est déjà entré, il s'est installé. Donc je trouve que ce postulat de départ fait que peut se mettre en place, et c'est exactement ce que je voulais faire, peut se mettre en place tout ce qui fait, moi, ma vie, et ce qui fait les choses sur lesquelles j'aime travailler, parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est comme ça que je respire, mais c'est-à-dire le combat, la résistance, la fierté. La colère. La colère. Il y a quand même une espèce de Bien point sûr. d'ancrage dans toutes vos œuvres, il y a de la colère. Il y a une colère, et c'est une colère qui est... mais que j'essaye une fois encore de canaliser, parce que si c'est que de la colère, il n'y a pas un grand intérêt. Mais donc, pour moi, c'est un livre dans la juste suite de tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, mais la grande histoire devient la grande histoire entre la vie et la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Irlandais, il n'y a plus de... Il y a nous tous. Et donc, quand j'ai écrit ce livre-là, et c'est ce que j'ai essayé de faire, pour moi, il était important, non pas que ça soit vécu comme un livre sur le cancer, c'est pas un livre sur le cancer, c'est un livre qui débute avec le cancer, mais c'est un livre qui montre comment est-ce que des événements extraordinaires, que ce soit la guerre, que ce soit la trahison, que ce soit un père fou, que ce soit une catastrophe ouvrière, comment est-ce que ces éléments-là, dont le cancer, peut changer un homme ou une femme totalement, et peut faire d'une personne plutôt courbée, peut en faire quelqu'un qui relève la tête et qui se bat. Et moi, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je n'avais certainement pas envie que ce livre gêne. J'avais pas envie qu'il pleure. J'avais pas envie surtout pas. J'avais envie qu'il y ait... Le mot joie féroce, c'est-à-dire que si je voulais un truc sur le cancer, voilà, un truc sur le cancer, voilà, au fond du trou, face à la mort, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que je voulais, justement, c'est comment est-ce qu'on relève la tête, comment on se bat. Et quand elles vont faire ce casse, à mon avis, c'est pour une bonne raison, c'est-à-dire que c'est pas, tiens, si on faisait un casse, c'est qu'elles n'ont pas le choix, c'est qu'elles croient, faisant ce casse, qu'elles vont sauver presque la vie de l'une des quatre. Il y a 4 femmes, et donc ce casse est une obligation morale, et une obligation, morale, même si le casse, évidemment, interdit par la loi, mais en tout cas, comme il n'y a pas d'autre argent ailleurs, les banques ne prêtent plus, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'il leur faut cet argent pour des raisons que peut-être les lecteurs seront amenés à connaître. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que se met en place un combat, se met en place une guerre. Et cette guerre contre le cancer devient une guerre contre la vie, contre la société, contre les hommes aussi, qui, dans mon livre en tout cas, n'assurent pas beaucoup leur rôle. Et donc, je me suis retrouvé face au cancer, comme j'ai pu me retrouver face au massacre des camps de Sabra et Shatila. C'est-à-dire, lorsqu'on vit ça, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait?
Et bon, j'aurais été peintre, j'aurais peint, j'aurais été musicien, je pense que j'aurais fait une musique, j'aurais été déprimé, je me serais pendu. Il se trouve que je peux un peu écrire et je préfère que ça devienne un roman. Alors vous venez de le dire, vous venez de l'évoquer, vous avez été, vous êtes journaliste au Canard enchaîné, vous avez été grand reporter à Libération pendant 30 ans. Ouais. Donc, donc vous êtes un journaliste avec plutôt beaucoup de liberté. J'ai eu de la chance, oui. Ouais. Et j'en ai encore. Si vous vous êtes mis à l'écriture, est-ce que c'est pour que votre jeu cathartique s'exprime comme une espèce de réceptacle de ce qu'on peut, par définition, pas dire quand on est journaliste? Alors, cathartique, je ne sais pas, parce que je n'irai pas jusque-là. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que le journaliste, il n'est pas là pour parler de lui. Je trouve ça... je ne supporte pas, moi, je supporte pas. Chacun fait comme il croit, comme il veut, comme il peut, mais... En tout cas, oui, la définition qu'on a du journalisme. L'article, le reportage avec le journaliste qui nous explique pendant un quart de page au début, comment est-ce qu'il a eu le courage d'arriver jusqu'au front, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il soit arrivé au front, c'est pas qu'il ait traversé les lignes ennemies, c'est pas qu'il ait été sous les balles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il raconte. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et moi, j'ai passé ma vie, en fait, à être, non pas acteur, mais à être spectateur de ce que les autres vivaient. Et c'était mon travail. Mais le problème, c'est que, c'est ça, lorsque l'on est dans une guerre ou lorsque l'on est, lorsqu'on couvre une grande grève ouvrière dure, c'est toutes ces choses-là, il y a un moment donné où qu'est-ce qu'on fait de soi-même ? C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des choses extrêmement dures, je les ai écrites sans dire je, évidemment, c'est-à-dire je n'étais pas là pour parler de moi, mais pour rapporter ce que je voyais, mais moi, j'existe quand même. Et comme je ne peux pas pleurer dans le journal, il me fallait un autre endroit, soit pour pleurer, soit pour exprimer ma colère, soit pour haïr, soit pour aimer passionnément. Et le seul moyen que j'ai trouvé, parce que c'est comme ça, c'est la fiction. La fiction m'a permis, non pas, parce que des gens pensent ça, des gens disent, mais est-ce que écrire des romans, c'est pas écrire ce qu'on n'a pas pu écrire dans le journalisme, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une autorité supérieure qui nous interdisait de rapporter des propos ou des informations que le roman permet plus. Non, c'est pas ça du tout. Ouais. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance parce que j'étais dans 2 organes de presse libres, effectivement, et j'ai eu vraiment, et c'est une chance inouïe. Et je me rends compte aujourd'hui en 2019 encore plus que jamais. Mais je n'ai jamais j'ai jamais été empêché d'écrire quelque chose, sauf empêché de m'écrire moi. Et même si dans ce livre-là, je m'appelle Jeanne, même si dans le livre sur le Liban, je m'appelle Georges, dans le livre sur l'Irlande, je m'appelle Antoine, etc., c'est moi qui me réapproprie mes sentiments, je me réapproprie ma vie, même si je fais un pas de côté parce que j'ai pas envie, je trouve qu'il y a obscénité à parler de soi, mais ça c'est directement, je trouve, c'est pas une autobiographie, c'est pas ces choses-là. Je profite de ces instants, je profite de ces moments, je profite de ces histoires pour mettre en scène quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, dès lors que je mets en scène Jeanne, que c'est plus... Moi, j'ai pas envie que l'on vienne me voir sur un salon du livre en disant « Mon pauvre Sorge, qu'est-ce que vous avez vécu ?» Je m'en fous. Mais j'ai envie qu'on me dise « Ah, cette pauvre Jeanne, ce qu'elle a vécu. » Prenant Jeanne, écrivant Jeanne, devenant Jeanne, je fais que tout ça, ça devient universel. Mais pas universel dans le sens orgueilleux du terme, mais banal. C'est-à-dire que je suis Jeanne, donc je suis tout le monde, un peu de tous et tous à la fois. Ok. Alors dans ce livre, on l'a un peu évoqué, il y a une belle place qui est accordée aux femmes. Oui. Au-delà de la maladie, elles sont combatives, elles sont en groupe, elles sont omniprésentes, et les hommes sont souvent seuls et parfois détestables, comme Matt, l'ami de Jeanne qui la quitte concrètement après l'annonce de sa maladie. Est-ce que c'est au-delà de la guerre que mène votre femme, est-ce que c'est parce qu'on vous le reprochait, qu'on vous le faisait remarquer, que les femmes n'étaient peut-être pas assez... pas présentes, mais c'était pas des figures, c'était pas des personnages principaux. C'est-à-dire que je pense qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Bien sûr. Donc comme j'ai eu, c'est privé, mais c'est comme ça, comme j'ai eu une mère invisible, absente, inconnue finalement, je n'ai jamais eu, en tout cas dans ma famille et dans mon enfance, je n'ai jamais eu de femme forte en face. Ouais, de figure. J'ai eu une figure du père fou qui est mort en hôpital psychiatrique, mais en tout cas, je n'ai pas eu de mère
Enfin, si, j'ai eu une ombre soumise et attentive. D'une ombre soumise et attentive, c'est extrêmement difficile de faire une héroïne de roman. C'est-à-dire que j'ai connu évidemment d'autres femmes après qui avaient une autre dimension, heureusement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas un reproche, mais c'est une remarque qui m'était faite. Dans tous mes romans, non seulement l'homme a le rôle principal, si je puis dire, mais les femmes disparaissent pour leur laisser la place. C'est-à-dire que il faut même parfois qu'elles meurent pour que l'homme puisse n'avoir plus aucune attache et qu'il aille au bout de ce qu'il avait commencé à entreprendre. Et ça, je m'étais juré, hein, mais comme ça, je ne savais pas exactement quand, pourquoi, comment je le ferais, mais je m'étais juré un jour de donner à une femme, ou aux femmes, en tout cas dans un roman, la place qui leur revient, la place que je leur devais. Et quand Vous leur deviez. Oui, que je leur devais, parce que je trouve que j'étais extrêmement en retard sur ce sujet, et notamment, ça c'est quelque chose qui m'a après, que des copines m'ont dit, et elles avaient absolument raison, même sur mes 2 livres sur l'Irlande du Nord, sur le combat des Irlandais, les femmes ont un rôle de mère qui attendent à la maison. Or, dans un conflit comme l'Irlande, et dans ce conflit particulièrement, les femmes ont eu un rôle militaire extrêmement important. C'est-à-dire que militairement, il y avait une branche de l'IRA qui s'appelait Cumanamon, le clan des femmes, et qui, militairement, les armes à la main, ont combattu les Britanniques, etc. Elles sont où dans mon livre? C'est-à-dire que même dans ce livre-là, même dans les livres sur l'Irlande, où les femmes avaient un rôle majeur, j'ai même pas été capable de mettre en scène une femme avec ce rôle-là, avec une arme à la main. Ça continuait d'être des Mater Dolorosa, etc. Et ça, c'est vrai que c'était pas conscient du tout, mais à la relecture, ou quand j'étais interpellé par des gens qui me disaient, mais elles sont où les femmes? Et là, je me suis dit, bon ben voilà, après ce qui arrive à ma femme, après ce qui est arrivé, c'est le moment. Et comme je ne voulais pas, surtout pas, nous on s'est séparés, je veux dire la tâche en deux, cancer de garçon pour moi, cancer de femme pour elle. Faire un roman sur un cancer de garçon où on se pose le problème de la virilité, etc., c'est juste pas possible. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Je fais quoi de ça, moi? Or, là, brusquement, la vie me disait, je crois que Serge, c'est le moment, là. Et donc, pendant 1 an, moi, j'ai mis mon cancer entre parenthèses. D'accord. Pendant 1 an, c'est-à-dire que j'aurais dû être opéré tout de suite, c'est-à-dire en janvier. Pas tout à fait 1 an, mais en janvier 2018. Et je me suis fait opérer en septembre 2018. Pendant tout ce temps-là, moi je suis resté avec Jeanne, avec Assia, avec Mélodie, avec ces femmes-là, dans ce roman-là. J'ai mis mon cancer entre parenthèses. Pour qu'elles puissent combattre le leur. Et faisant cela, je trouve que je remettais les femmes à l'intérieur du jeu. Alors peut-être après, à l'inverse, peut-être que mes hommes, dans le roman, donc Matt, effectivement... oui, c'est celui qui incarne le plus ce que j'ai dit. Mais... Voilà, le garçon qui vit avec Jeanne et qui ne supporte pas sa maladie. Mais Matt, le problème, c'est qu'il existe. Moi, pour la première chimio de ma femme, il y avait des petits box à l'hôpital. Et dans 2 box, il y avait 2 femmes qui pleuraient. Et j'ai cru que la chimio était douloureuse à ce point. Et quand j'ai parlé avec une infirmière, elles m'ont dit non, c'est les hommes qui partent. Et c'est pour ça qu'elles pleurent. Et j'ai été assez fasciné. Je me suis dit, mais comment, c'est ça, d'un point de vue est-ce que les hommes extérieur, partent? Et ils m'ont dit oui, les hommes s'en vont. Donc il y a le salaud qui en profite, il y a le Matt qui dit ah non, j'ai pas envie de te voir souffrir, mais j'ai confiance en toi, tu vas t'en tirer, etc. Oui, qui n'est pas fondamentalement un salaud. Non, c'est pas un salaud, c'est un pauvre gamin, je trouve, c'est qui peut pas, qui n'y arrive pas, qui a pas envie de voir, qui a pas envie de voir sa femme sans cheveux, etc. Et ces hommes-là, et moi je trouve que c'est le pire, ces hommes-là, souvent,
lorsque la femme vainc la maladie, lorsqu'elle arrive à la vaincre, ils reviennent. Ils la trouvent mignonne avec les cheveux courts, ils reviennent, et ce qui est monstrueux, c'est que les femmes les reprennent. Ouais. Et je trouve ça, et moi, c'est-à-dire que si on ne m'avait pas dit, par exemple, imaginons qu'il n'y ait pas eu ces femmes qui pleuraient dans leur box, imaginons qu'il n'y ait pas eu cette discussion avec les infirmières qui me disent que les hommes partent, peut-être que Matt n'aurait pas été comme ça du tout. C'est au moment que vous avez vécu. Voilà, c'est à ce moment-là, je me suis dit, waouh, Matt, pour moi, je veux que Jeanne se retrouve seule, parce que si elle n'est pas seule, elle ne pourra pas se retrouver avec le gang des filles, et pour se retrouver seule, il faut que Matt parte, et le fait que Matt parte, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Ouais. Est-ce qu'il y a une lecture que vous souhaitez qu'on adopte en lisant ce livre, ou plutôt une position de lecteur plus indiquée qu'une autre selon vous? Parce qu'évidemment, il n'y en a pas. Mais, position de lecteur, c'est... comment vous souhaitez c'est qu'on pas aborde? Que je souhaite. Le problème, c'est que vous le savez comme moi, quand on a écrit un livre, après on ne sait pas ce qui vient. Ouais, je viens de le dire. Le lecteur, c'est une chance. En plus, on peut justement s'approprier la langue d'un autre. Voilà, on ne sait pas ce qui devient. Vous l'avez pensé comment, plutôt, alors? Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce livre, c'est que ce livre soit lu comme un livre de combat. C'est-à-dire, c'est un livre de résistance. Et c'est certainement pas, ce n'est pas un livre sur le cancer, ce n'est pas un mode d'emploi de comment s'en sortir. Oui, le cancer est donc un décor. Oui, c'est un décor de théâtre, douloureux, mais c'est un décor. Peut-être comme Antigone était le décor de la guerre dans mon livre Le Quatrième Mur, c'est-à-dire que ces gens qui allaient jouer Antigone sur la ligne de front au Liban, le thème, c'était pas le théâtre, le thème, c'était la guerre. Et là, le thème, c'est pas le cancer, le thème, c'est comment on relève la tête et comment, parfois, le pire peut amener au meilleur. Allez, dernière petite question. Est-ce que vous avez lu La Rentrée littéraire, un petit peu? Alors, pas encore. C'est-à-dire que là, moi, je suis dans le bouillonnement de l'angoisse de comment... On est début août. Oui, on est début août. Donc, je commence à voir ce qui se fait. C'est-à-dire que je n'ai pas les livres. C'est-à-dire que je n'ai pas la chance, comme des journalistes, les vrais journalistes littéraires, d'avoir les livres à l'avance, etc. Mais je suis extrêmement attentif. Je regarde d'abord ce que mes amis sortent. Voir où ils en sont. Donc, je pense que je vais commencer à lire dans les salons, c'est-à-dire ça sera en septembre, etc. Mais je suis beaucoup plus à l'aise en fait quand la rentrée littéraire se fait sans moi. Généralement, moi je suis là dans les années impaires. Parce qu'il y a un livre tous les 2 ans, j'essaye. Je suis là, et donc, dans les années paires, j'aime beaucoup voir ce qui se fait. Je lis absolument tout. Dans les années impaires, je suis un peu frigorifié et donc j'ai beaucoup de mal à m'intéresser parce que j'ai peur de ce qu'un livre va devenir, ce qui va advenir de lui. Et donc, je suis plutôt au fond du trou qu'en train de... c'est-à-dire que je n'enquête pas sur la rentrée comme pourrait le faire un journaliste. Je rentre la tête dans les épaules et j'attends que ça passe, quoi. Ok. Et une question que je pose à tous mes invités, quels sont vos derniers coups de cœur culturels du moment? Alors c'est un film qui s'appelle 303. D'accord. C'est un film... alors je suis absolument nul sur le nom des réalisateurs. Mais en tout cas, c'est un film allemand. Ouais. C'est un film allemand et quand je vais vous dire... je vais faire un petit pitch brutal. Allez. C'est un homme et une femme qui tombent amoureux. Donc, dit comme ça, on se dit waouh. Ok. Eh ben non. C'est-à-dire que 303, c'est un film d'une intelligence rare. Là, il est sorti il y a une semaine, je crois. C'est de Hans Weingartner. Voilà, Hans Weingartner. Et c'est une jeune femme qui est étudiante en biologie. C'est un jeune homme qui fait Sciences Po. Lui fait du stop. Ils sont en Allemagne, ils sont à Berlin. Il va retrouver son père naturel qui est en Espagne, enfin non, qui est au Pays Basque, au Pays Basque Sud. Et elle va retrouver son fiancé qui est au
Portugal. D'accord. Le 303, c'est juste, c'est le combi, c'est le van. Mais oui. Mercedes. Non, Volkswagen, je crois. Hein. Enfin bon, j'ai eu mon permis de conduire à 55 ans, donc ça m'intéresse pas. Sur cette petite chose ténue qui fait un homme fait du stop et une femme prend cet homme en stop, il s'installe dans le van et en fait ils vont traverser l'Allemagne, ils vont traverser la France jusqu'au sud. Ouais. Et c'est une merveille d'intelligence, c'est-à-dire que ce chemin, cette route-là, est une sorte de huis clos où un homme et une femme, non pas se draguent, mais essayent de comprendre comment l'autre fonctionne. Ouais. Donc c'est extrêmement politique. Donc j'ai même lu le mot bavard, alors je trouve ça absolument hallucinant. Des dialogues ciselés, mais tout, pendant tout le film, en fait, ils échangent surtout sur le monde, sur la vie qui va, sur le capitalisme, sur la beauté des choses, sur la violence, pourquoi la violence, etc. Et petit à petit, on comprend que la route qu'ils font, c'est le chemin de l'un vers l'autre, en fait. Et c'est un film qui dure, je crois, 80 ou 90 minutes. Et le premier baiser entre eux, c'était la 77e. C'est-à-dire que c'est à l'inverse de tous ces films où on tombe amoureux sur un claquement de doigts. Là, c'est comment on fait brusquement, avant même de regarder les yeux, avant de toucher la peau, juste d'abord comment est-ce qu'on apprend à se connaître. Et moi, j'ai été fasciné par ce film. C'est d'une beauté, d'une intelligence. C'est magnifiquement filmé en plus. C'est une beauté, c'est d'une grande intelligence. Et voilà. Et après, là, il y a quelques jours, j'ai reçu, il se trouve que lorsqu'on travaille, moi donc, que je travaille au Canard, et donc j'ai fait la critique du film, et j'ai eu un petit mot de lecteur qui disait que il y avait du monde dans la salle, alors que c'est un film qui est assez confidentiel. Voilà. Il y avait du monde dans la salle. Le directeur de salle lui-même était un peu surpris. Et ça prêtait à repousser encore d'une semaine et peut-être d'une semaine, parce qu'il y a une sorte de bouche à oreille qui se fait. C'est pas un film d'action, c'est un film sur l'intelligence en action. Ouais. Et c'est d'abord, et en plus, ils sont beaux. Lui et elle, ils ont un côté frère-sœur qui est assez bouleversant, ce qu'ils ne sont pas. Mais ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont lumineux. Et quand on sort de ce film-là, et qu'en plus il fait beau dehors, ça lave de toutes les saloperies qu'on a pu vivre depuis des semaines. Ça donne très envie. Ça s'appelle Une joie féroce. C'est publié depuis le 14 août aux éditions Grasset et c'est écrit par Sorge Chalandon. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux, à commenter sur Apple Podcast ou à partager le podcast autour de vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.